Bonjour à tous, je vous remercie de vous être connectés sur ce webinaire. Je suis Sylvie Roussel de la société Ondalis. Donc, ce webinaire aura lieu aujourd'hui de 11 h à midi. Il va être enregistré, donc vous pourrez par la suite le consulter et nous vous enverrons les slides à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez durant le webinaire. Nous, via les petits outils de chat et de questions, nous les compilerons et nous essaierons d'y répondre sur la fin. Donc, pourquoi ce webinaire à propos de machine learning? Eh bien, tout d'abord parce que vous avez été nombreux à nous demander ce qu'était le machine learning, en quoi c'était différent de la chimiométrie et comment ça pouvait répondre à vos problématiques de traitement de données. Donc, nous commençons cette série de webinaires sur le machine learning avec un partenariat que Ondalis a établi avec la société Minitab qui édite le logiciel SPM, Salford Predictive Modeler, dans lequel il y a de nombreuses méthodes de machine learning que vous voyez apparaître ici, donc CART, Random Forest, Trinet et Mars. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux personnes de la société Minitab, Patrice Abusubul et Bruno Sibilia, qui vont vous expliquer ces algorithmes et vous faire une démonstration sur la fin de ces algorithmes via le logiciel SPM. Donc tout d'abord le sommaire de ce webinaire. Je commencerai par une petite introduction sur qu'est-ce qu'est le machine learning et le tour d'horizon des méthodes de machine learning. Et bien évidemment, ensuite, Bruno Sibilia vous fera le tour d'horizon de certaines méthodes de machine learning, donc les arbres de régression et de classification, Mars, les forêts aléatoires Random Forest et Trinet, et puis on finira par ces cas concrets et vos questions, donc n'hésitez pas à en poser tout le long du webinaire. Donc une toute petite présentation d'Ondalis. Donc vous êtes, la plupart d'entre vous connaissez Ondalis. Notre cœur de métier, c'est la chimiométrie ou le data analytics. Et bien sûr, le machine learning, donc vous allez découvrir aujourd'hui ce que c'est. Et notre objectif est toujours de donner du sens à vos données, retirer toute l'information possible de vos données grâce à des méthodes d'audit, de support, de coaching et bien évidemment des prestations en analyse de données et puis des formations, donc sur toutes ces méthodes qui s'affichent ici, que ce soit le data mining, les calibrations, le contrôle process multivarié, et la fusion de données ainsi que les plans d'expérience. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le machine learning? Eh bien, littéralement parlant, machine learning, c'est l'apprentissage automatique, l'apprentissage par les machines, par ordinateur. Donc, des algorithmes qui sont basés sur l'expérience, sur les datas, sur les informations. Donc, cette définition ressemble beaucoup à celle de la chimiométrie. Le machine learning fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle et ces méthodes, tout comme celles de chimiométrie, ne sous-tendent pas d'hypothèses fortes sur la distribution des variables. Donc, ce ne sont pas des méthodes statistiques, ce ne sont pas des modèles non plus paramétriques. Donc, les méthodes que vous utilisez à l'heure actuelle en chimiométrie sont forcément des méthodes qui font partie des méthodes du machine learning, les méthodes linéaires que vous utilisez, l'ACP, PLS, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, on entend de plus en plus parler de ces méthodes de machine learning à cause de l'avènement du big data. Mais on est en train d'utiliser des méthodes qui sont quand même apparues pour certaines dans les années 50 et qui ne sont pas tout à fait nouvelles, comme les réseaux neurones, comme les méthodes que vont vous présenter tout à l'heure Bruno et Patrice. Et donc, ce sont des méthodes qui sont bien établies, mais qui arrivent maintenant, qui pénètrent dans le domaine de la chimiométrie. Et ces domaines du machine learning, bien, on apprend aussi à des règles qui sont vraies en chimiométrie aussi, donc on appelle GIGO, Garbage In, Garbage Out, c'est-à-dire que ces méthodes sont basées
sur un grand nombre d'échantillons. Plus on a d'échantillons, meilleures sont ces méthodes, mais la validité des données est très importante, de même qu'en chimiométrie. Et donc, on a eu un article qui est paru très récemment dans le Harvard Business Review, donc en avril de cette année, qui disait « If your data is bad, your machine learning tools are useless ». Donc, de la même façon qu'en chimiométrie, eh bien, dans ces méthodes de machine learning, il faut porter attention aux données, sinon les méthodes, les algorithmes et les résultats ne seront pas valides. Donc, si on fait un tour d'horizon de ces méthodes de machine learning, eh bien, on peut, tout comme en chimiométrie, les séparer en deux types de méthodes, les méthodes supervisées et les méthodes non supervisées. Dans les méthodes supervisées, vous avez celles qui sont dédiées à la classification, à la discrimination, et celles qui sont dédiées à la quantification, donc tout ce qui est régression. Et vous voyez dans la liste de ces méthodes des méthodes que vous connaissez déjà de régression linéaire comme la PLS par exemple, des méthodes discriminantes comme la PLSDA, SIMCA, etc. Mais vous voyez apparaître aussi d'autres méthodes comme les supports vecteurs machines pour la classification ou la régression, les réseaux de neurones, et puis des méthodes d'ensemble et des méthodes d'arbres de décision. Donc aujourd'hui, les méthodes qu'on va vous exposer sont celles qui sont liées aux méthodes d'arbres de décision et d'ensemble. Donc vous voyez, Random Forest et carte. Donc nous ne verrons qu'une partie de ces méthodes-là. Donc je passe la parole maintenant à Monsieur Patrice Abusubul de la société Minitab pour qu'il vous fasse une petite introduction sur cette société avant de passer sur la partie plutôt théorique de ces méthodes de machine learning. Patrice, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup pour cette introduction. Donc je suis Patrice Abusubul, je suis en charge de la commercialisation de la solution SPM sur l'Europe. Je vais vous faire une présentation de la société, une présentation de Minitab, une présentation de Salford System, pour que vous ayez une vue globale de qui nous sommes, comment nous en sommes arrivés là et où nous nous projetons dans les années à venir. Donc, Minitab et Salford System ont été créés par des universitaires, des chercheurs. Les deux solutions ont été déployées sur le marché suite à la demande du marché, et donc de par l'historique de notre création, à la fois les chercheurs de l'université de Pennsylvanie ainsi que les chercheurs de l'université de Californie se sont rencontrés, ont travaillé ensemble, ont toujours communiqué ensemble, et donc il y a 2 ans, les deux sociétés se sont rapprochées. Donc Minitab a été créé en Pennsylvanie en 1972, nous avons une présence internationale et nous avons 4000 clients, notamment universitaires, et 90% des entreprises du classement Fortune 500. Salford System a été créé en Californie en 1983, également une présence internationale, 3500 entreprises et établissements universitaires. Et en fait, notre solution est principalement utilisée bien évidemment dans la recherche. Donc Minitab propose différentes solutions. Il propose une solution traditionnelle d'analyse de statistiques. Il propose une solution de formation, Quality Trainer, une solution sous Apple, Minitab Express, une solution qui va être dans tout ce qui est amélioration continue, compagnon, et la solution Salford Predictive Modeler dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, Salford System a été créé par les docteurs Dan Steinberg, Jérôme Friedman, Leo Breman, Charles Stone et Richard Holstein. Comme vous le savez, les pères de l'intelligence artificielle dont nous parlons le plus fréquemment sont les docteurs Friedman et Breman. Et ce sont vraiment eux qui sont à l'origine de l'ensemble de nos algorithmes. Nous avons également dans nos équipes Michael Golovnia, qui est le père du gradient boosting que nous appelons Trinet au sein de Salford System. Il faut savoir que l'ensemble aujourd'hui des solutions que vous trouvez sur le marché, des solutions concurrentes que vous trouvez sur le marché, sont systématiquement benchmarkées
par rapport aux résultats, que vous trouvez dans Salesforce System, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment l'optimisation des modèles et faire en sorte que les modèles soient les plus précis possibles, les plus paramétrables possibles, sans avoir à développer de code. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un résultat fiable, démontrable, explicable, justifiable, parce que bien sûr, nous travaillons beaucoup avec des chercheurs et donc il est absolument inconcevable de ne pas pouvoir expliquer les résultats. Donc, ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vous, c'est bien évidemment accéder au small data, au big data, donc avec une dizaine de variables, une quinzaine de variables, une centaine de variables ou plusieurs milliers de variables. On va prescrire également des mesures pour anticiper, prédire des tendances, des comportements, améliorer des performances d'analyse, conduire des stratégies avec toutes ces analyses-là. Et donc, ce que nous faisons pour ceci, c'est acquérir des données, interpréter et préparer les données, parce que comme le disait Sylvie tout à l'heure à juste titre, la donnée est fondamentale pour pouvoir l'analyser. On a vraiment besoin d'une donnée qui soit fiable. On va ensuite construire le modèle et on va le déployer si nécessaire à travers le monde dans certains cas. Donc nos solutions sont CART, Mars, Random Forest, Trinet, et nous en avons d'autres également dans notre offre, mais nous n'allons pas pouvoir vous présenter tout ça aujourd'hui. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou organiser quelque chose par la suite de plus personnalisé, c'est tout à fait possible. Je vais maintenant laisser la main à Bruno Sibilia, qui est docteur en statistique, qui travaille chez Minitab depuis 10 ans en tant que consultant formateur et qui est spécialisé donc sur l'offre SP Modeler. Bonjour, je suis Bruno Sibilia. Donc, je vais vous présenter les différents outils que vous trouvez dans SPM et je voudrais remettre ces outils en perspective par rapport aux outils statistiques traditionnels tels que la régression, l'ACP. Donc, ici, vous trouverez différents outils de modélisation, CART qui est l'outil de base avec des arbres de décision. Vous trouverez aussi la régression non linéaire. Vous retrouverez les forêts aléatoires et gradient boosting. Vous avez encore d'autres outils que je ne présenterai pas qui sont plus avancés. Donc, pour les restituer par rapport aux autres outils tels que la régression et l'ANOVA, l'intérêt du machine learning, c'est que vous pouvez traiter un très grand nombre d'observations. En utilisant la régression, par exemple, si vous avez un très grand nombre d'observations, vous risquez de détecter des effets qui sont statistiquement significatifs, mais qui ont une implication très faible sur le modèle. Donc, quand vous avez vraiment beaucoup d'observations, la régression peut devenir plus complexe ou vous induire en erreur. Vous pouvez rencontrer aussi des problèmes quand vous avez vraiment beaucoup de variables. En vous basant sur la valeur de P, vous risquez de détecter des variables qui n'ont pas d'effet réel, mais qui ont une valeur de P qui est inférieure à 0,05. L'autre problème que vous pouvez rencontrer dans la régression et l'ACP, c'est que quand vous avez des valeurs manquantes sur une ligne particulière, en fait, vous perdez toute la ligne, elle n'est plus prise en compte. L'autre avantage des outils de machine learning, c'est que vous pouvez aussi prendre en compte la non-linéarité, pas seulement les effets linéaires ou les effets quadratiques ou les effets cubiques, mais vous pouvez avoir des évolutions plus complexes avec des effets de plateau. Donc, l'intérêt du machine learning, c'est que vous pouvez vraiment traiter un très grand nombre d'observations, beaucoup de variables, prendre en compte les valeurs manquantes et traiter la non-linéarité. Donc, j'ai commencé par CART, qui est le bloc de base, qu'on retrouve ensuite dans tous les autres outils. CART, qui signifie Classification and Regression Trees, ce sont des arbres de décision qui permettent de traiter à la fois des variables de sortie continue et la classification. On peut avoir une réponse qui est binaire, mais ça peut être aussi une réponse qualitative, avec plus que. Donc, CART a été développé avec Jérôme Friedman, qui est à l'origine du machine learning. C'est lui qui a écrit l'algorithme
dans SPM. Donc, comment fonctionne Carte? Quand on a des données qui sont très complexes, on peut les diviser. On va parler de partitions. On va les diviser en régions. Et pour ça, on va se baser sur un arbre de décision. Donc, vous avez à gauche l'arbre de décision. Donc, on a un nœud initial et on va chercher un seuil partition pour séparer les données en deux parties, en deux partitions. Et ensuite, je vais avoir une branche et puis un deuxième nœud qui va diviser les données en partitions. Et donc, ici, mon objectif, c'est de séparer les triangles et les points rouges. Et donc, je vais trouver les partitions qui sont les plus homogènes possibles, donc les nœuds terminaux qui sont les plus purs possibles. Je vais séparer les triangles bleus des points rouges. Et donc, mon objectif, à la fin de l'arbre, c'est d'avoir des nœuds terminaux qui sont les plus purs possibles et qui discriminent le mieux possible mes deux catégories en sortie. Et donc, l'arbre va évoluer, donc on va ajouter des branches qui séparent le mieux les deux catégories. Donc, pour analyser les données, en fait, on va partitionner les données et les diviser. Donc, on va commencer par j'ai montré un arbre très simple, mais en fait, l'arbre va s'élargir. On aura de plus en plus de branches. Donc, j'ai le nœud initial et puis j'ai des nœuds intermédiaires, de plus en plus de nœuds intermédiaires qui vont séparer les données en des partitions de plus en plus petites. Et puis, à la fin, j'ai les nœuds terminaux que vous voyez ici en bleu et rouge qui devraient être les plus purs possibles. Donc, on va parler de split. Chaque nœud est un split et à chaque fois, on va essayer de maximiser le critère de division, c'est-à-dire avoir des nœuds les plus purs possibles, ou si on a des données continues, on va essayer d'avoir le R carré le plus élevé possible. Donc, on va faire croître l'arbre jusqu'à ce qu'il puisse plus grandir. Et puis, à un certain moment, on va devoir élaguer, c'est-à-dire simplifier l'arbre de façon à ne pas avoir un modèle surajusté. Et à ce moment-là, on va diviser nos jeux de données en deux parties. On a un jeu d'apprentissage pour construire le modèle, et puis on va laisser de côté typiquement 20% des données comme jeu de test. Donc, on va créer le modèle, on va le faire croître sur le jeu d'apprentissage. Et puis, une fois qu'on aura l'arbre total, on va ensuite l'élaguer, le simplifier, de façon à éviter d'avoir un modèle surajusté. Et donc, on va finir par élaguer l'arbre et réduire la taille de l'arbre, mais en se basant cette fois-ci sur le jeu de test. Ou on peut aussi faire de la validation croisée en faisant tourner le jeu de test, et on va diviser nos données en 10 sous-groupes, et à chaque fois, on va utiliser 90% des données pour construire le modèle, et puis 10% des données pour tester le modèle. Donc, on a créé un arbre très, très grand, et puis ensuite, on va élaguer l'arbre, et on va choisir l'arbre qui serait à la fois le plus pertinent, mais qui permettrait de ne pas surajuster le modèle. Et donc, on voit ici que finalement, on a décidé de ne pas prendre l'arbre complet, mais un arbre de taille plus petite après élagage des branches inutiles. On peut utiliser carte sur des données qualitatives. Donc, c'était le cas des triangles bleus et des cercles rouges que j'ai montré tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'était d'avoir des nœuds les plus purs possibles à la fin. Mais vous pouvez aussi utiliser carte sur une variable continue, y compris représenter des effets non linéaires, comme ici, j'ai une courbure. Et mon objectif, c'est de modéliser cette courbure. Donc, le modèle, c'est x carré. J'ai un modèle quadratique. Et je vais utiliser l'arbre de décision de façon à avoir des nœuds terminaux qui sont les plus homogènes possibles et qui représentent le mieux cette courbure. Donc, je retrouve l'arbre de décision avec le nœud initial, et puis j'ai des nœuds intermédiaires, et puis à la fin, j'ai des nœuds terminaux. Et dans les nœuds terminaux, je devrais avoir les observations les plus homogènes possibles. En fait, on voit sur la courbe que chaque nœud terminal correspond à un trait rouge. Et donc, on va modéliser la courbure à partir des moyennes de chacun des nœuds terminaux. Donc, la moyenne de chaque nœud terminal constituera en fait la prévision pour le modèle.
Donc, on aura un modèle qui est basé sur les différentes boîtes, les nœuds terminaux de l'arbre de décision. Et à chaque fois, on parle cette fois-ci de partition, et l'objectif maintenant, c'est d'avoir des observations homogènes, les plus proches possibles, comme les traits rouges qui constituent les boîtes de ma courbe. Sur ce graphique, on voit bien le fonctionnement de carte. Donc, l'objectif, c'est de diviser. Donc, j'ai un nœud initial avec toutes mes données, et puis je vais couper mes données en deux partitions en fonction d'un certain seuil. Donc, ici, la variable de partition, c'est x1. Donc, carte va analyser toutes les variables et va chercher la variable qui permet de mieux diviser les données. Et ensuite, il va chercher le seuil qui permet de mieux diviser les données. Donc, sur toutes les variables, on va chercher tous les seuils possibles de façon à trouver le seuil qui sépare le mieux les données. Donc, c'est un algorithme qui va couvrir l'ensemble des variables et l'ensemble des seuils possibles. Ici, on a choisi la variable x1 pour séparer en deux les données. On a choisi le seuil 177. Donc, si la valeur de x1 est inférieure à 177, on va passer à gauche. Et donc, on va modéliser en utilisant le carré jaune que vous voyez. Et puis, si la valeur de x1 est supérieure à 177, on va passer sur le carré vert et on va diviser les données en deux partitions. Donc, on a créé un premier split, une première partition. Et puis, on va continuer. Donc, on va chercher maintenant une autre variable, un autre seuil qui permettrait de diviser les données en groupes les plus homogènes possibles. Donc, on avait le nœud initial, on a trouvé une partition, une division, on a trouvé le seuil de 177. La variable x1, c'était celle qui permettait de mieux séparer les données. Et puis ensuite, on va chercher une autre partition. De nouveau, on utilise la variable x1, mais cette fois-ci, on a trouvé un autre seuil qui permet de séparer les données en deux groupes homogènes, et ainsi de suite. Donc, chaque nœud va avoir une partition binaire, et ainsi de suite, de façon récursive, et on va faire croître l'arbre tant qu'on peut avoir des partitions qui sont de plus en plus homogènes. Donc, je vous montrerai le fonctionnement de carte dans le système, mais l'objectif, ça va être d'abord de faire croître l'arbre, de diviser en terminaux les plus homogènes possibles, et puis ensuite on va élaguer l'arbre de façon à éviter d'avoir un modèle complexe ou surajusté, mais cette fois-ci à partir du jeu. Donc carte est la brique de base de toutes ces méthodes, et vous avez d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour des cas spécifiques, ou vous avez des méthodes qui sont plus évoluées. Mais carte, historiquement, c'est le premier outil qui a été utilisé. Et tous les outils que je vais montrer par la suite, ils sont basés sur cette philosophie des arbres cartes. Donc, vous avez un deuxième outil qui se trouve dans SPM, qui est Mars. Mars signifie Multivariate Adaptive Regression Spleen, qui permet de utiliser la régression non linéaire quand vous avez des données qui sont non linéaires. On peut représenter des effets de seuil, des effets de plateau. Donc, l'avantage de Mars, et vous pouvez utiliser un modèle de régression non linéaire avec des sections, des spleens, et vous pouvez couper vos données en sous-sections. Par exemple, ici, on retrouve le modèle avec une très forte courbure. Et on va utiliser des modèles linéaires, mais des modèles linéaires avec des sections qui permettent de représenter ces effets de courbure. Et donc, on va chercher des coupures, des seuils, un peu comme dans l'arbre carte tout à l'heure, on cherchait des seuils. Donc, on va faire la même chose avec exactement la même approche dans l'équation Mars. Donc, ici, pour chaque cercle vert, on a une coupure, un coude. Et au lieu d'avoir des nœuds, des boîtes, cette fois-ci, on a des équations. Donc, on va avoir plusieurs équations simples, des équations de base, et puis on va les assembler en une équation plus complexe. Ici, vous pouvez voir l'équation globale, et puis, en fait, chaque section représente une équation, une des équations qui seront assemblées ensuite dans une équation de type adaptive spleen.
Donc la logique est la même que dans carte. On va balayer l'ensemble des variables, on va balayer l'ensemble des coupures et chercher les coupures qui sont les meilleures et trouver la pente de la droite qui est la meilleure de façon à représenter le mieux possible les observations. Mars peut gérer des prédicteurs numériques, mais aussi des variables de catégorie dans l'équation. On a ici une variable qualitative, éducation, niveau d'éducation faible ou élevé. En fait, on peut représenter ces variables qualitatives dans l'équation. Ici, éducation niveau élevé, éducation niveau faible, et je peux l'intégrer dans mon équation en tant que variable qualitative. Donc, vous n'avez pas besoin de coder les variables de catégorie. Mars les prendra automatiquement en compte. Et donc, on va avoir une équation globale qui va prendre en compte l'ensemble des variables. Et à partir des différents seuils, on va chercher le seuil de coupure qui sera le meilleur pour chacune des variables. Par exemple, ici, on s'est intéressé à l'âge. Et on voit qu'on a, pour la variable de revenu, on a un seuil de coupure à 1213. Et donc, 0,01 représente la pente de cette section et le seuil est à 1213. Et de cette façon, je peux représenter des effets complètement non linéaires. Donc, il s'agit ici de la régression par spline, par section non linéaire. Vous avez d'autres outils qui ont été développés à partir de cartes, Random Forest, les forêts aléatoires. On a vu qu'avec carte, on va diviser un grand jeu de données en partitions et puis ensuite en sous-partitions de façon à le mieux possible représenter les données. L'idée des forêts aléatoires, c'est de générer beaucoup d'arbres différents, donc de créer des cartes multiples, de façon à ne pas avoir un seul arbre, mais toute une forêt d'arbres cartes. Et pour chacun des arbres cartes de cette forêt aléatoire, on va créer une certaine variation à partir du bootstrapping. Donc, on va rééchantillonner en boucle de façon à ce que des données puissent être choisies plusieurs fois ou ne pas apparaître du tout. Donc, on va créer des arbres cartes, mais sur un jeu de données qui sera à chaque fois légèrement différent de façon à créer une variation, de façon à ce qu'on n'ait pas toujours le même arbre dans la forêt. Donc, Leo Breman qui est un des co-créateurs de cartes, a aussi conçu les forêts aléatoires. Dans Sulfur Systems, l'algorithme forêt aléatoire a été développé avec Breman lui-même. Donc l'idée des forêts aléatoires, c'est de partir sur des données initiales comme dans carte, et puis ensuite sélectionner un échantillon des données initiales par bootstrapping, construire un arbre carte à partir de ce premier sous-échantillon, ensuite répéter la même approche 200 fois, donc on va refaire un rééchantillonnage avec remise, de nouveau on va recréer un deuxième arbre par bootstrapping, et ainsi de suite 200 fois. Et donc, on finit par avoir 200 arbres cartes, mais qui sont tous différents, parce qu'à chaque fois, on a fait varier les variables qui pouvaient être sélectionnées par l'algorithme, et à chaque fois, on a fait varier l'échantillon initial par un rééchantillonnage bootstrapping. Donc, vous allez avoir des arbres différents, et sur l'ensemble des 200 arbres, on va créer un modèle qui sera la moyenne des 200 arbres, ou alors la proportion sur l'ensemble des 200 arbres. Donc voici une forêt aléatoire. On n'a plus un seul arbre carte, mais on en a 200. Chaque arbre va générer une prévision, et la prévision finale va reposer sur les 200 arbres en prenant soit la moyenne, soit la proportion sur l'ensemble des 200 arbres. Par exemple ici, sur 500 arbres, on a évalué pour une certaine observation la proportion, et donc ici on a une proportion moyenne de 60% sur l'ensemble des 200 arbres. Donc l'avantage des forêts aléatoires, c'est que vous avez
plus de robustesse. Par rapport à un simple arbre carte, vous avez ici 200 arbres cartes qui vont pas commencer de la même façon parce que l'échantillon initial sera pas le même et on va jouer sur des variables qui vont être différentes pour chaque split. Donc, par rapport à l'arbre carte, l'avantage c'est que vous avez plus de robustesse et une meilleure précision parce qu'on se base cette fois-ci sur la moyenne de 200 arbres ou sur une proportion sur 200 arbres. On voit bien ici comment fonctionne Random Forest. Donc, au lieu d'avoir un seul arbre carte, on en a par défaut dans SPM, vous en aurez 200, mais vous pouvez faire varier le nombre d'arbres. Dans Random Forest, la prévision finale sera la moyenne sur les 200 arbres cartes. Donc la différence par rapport à un arbre carte, c'est qu'on va faire des rééchantillonnages par bootstrapping et à chaque split, on va considérer non pas l'ensemble des variables, mais seulement la moitié des variables ou la racine carrée des variables, un nombre réduit de variables de façon à introduire une certaine variabilité et d'avoir un résultat plus robuste. Et puis, l'outil qui en général est le plus performant dans SPM, c'est Trinet. Trinet est basé sur l'approche gradient boosting. On va développer de nouveau, non pas un seul arbre carte, mais une série d'arbres cartes. C'est souvent l'outil le plus performant. Pas toujours, mais assez souvent l'outil le plus performant. Et il est basé sur une approche de type gradient boosting, descente de gradient. Mais on retrouve la même philosophie avec des arbres cartes. Donc, au lieu d'avoir un arbre carte unique, on va avoir 200 arbres cartes ou plus. Par défaut, c'est 200 arbres cartes. Mais cette fois-ci, ils seront en série, de façon séquentielle. Donc, cette approche a aussi été pensée par Jérôme Friedman, qui était un des co-créateurs des arbres cartes, qui est le créateur de Mars, qui est un des co-créateurs de Rule Learner. L'algorithme de base s'appelle Stochastic Gradient Boosting et il se nomme Trinet dans SPM. Donc le code Trinet a été originellement écrit par Friedman lui-même. Donc l'idée, c'est de commencer par un petit arbre carte et puis de façon itérative, à partir des résidus, développer des séquences d'arbres cartes. Donc, on va créer un premier arbre carte très simple avec pas plus que 6 nœuds terminaux, donc un arbre très basique, un peu comme on l'a fait avec carte, c'est-à-dire choisir la variable qui discrimine le mieux les données, trouver le meilleur seuil, diviser avec ce premier nœud, puis utiliser un deuxième nœud et ainsi de suite, et puis on va avoir à la fin 6 nœuds terminaux qui devraient être le plus homogène possible. Donc on a fait un premier arbre carte, et puis on va lancer un deuxième arbre carte sur les résidus qui n'ont pas été expliqués par le premier arbre carte. Puis ensuite, on va lancer un troisième arbre carte en récupérant les résidus des 2 premiers arbres cartes. Et on va utiliser le troisième arbre carte pour modéliser ces résidus, et ainsi de suite. Donc, chaque arbre permet de réduire le biais et de se rapprocher de la solution finale. Ainsi de suite. Donc, on aura 200 arbres séquentiels en série qui à chaque fois vont réduire le biais. Donc, il s'agit d'itération et on va minimiser progressivement les écarts. Donc l'objectif, c'est toujours d'avoir des nœuds terminaux les plus purs possibles pour la classification ou d'améliorer le R carré avec des nœuds terminaux qui sont les plus homogènes possibles. Donc si chaque arbre carte représente un pas dans la bonne direction, et en assemblant l'ensemble des arbres cartes, on a un modèle qui permet de trouver la bonne solution. Donc, comment fonctionne le gradient boosting? L'objectif, c'est que chaque arbre carte permette de minimiser les écarts. Donc, on va utiliser un premier arbre carte. À partir des résidus du premier arbre carte, on va générer un deuxième arbre carte et ainsi de suite pendant 200 arbres. Donc, on le voit bien ici, on a un modèle assez complexe avec une forte non-linéarité. On va commencer par la moyenne.
Et puis ensuite, je vais créer un premier arbre carte qui est une courbe assez basique. Et puis, je vais utiliser 10 arbres cartes et on voit que la courbe commence à prendre forme et ainsi de suite. Et chaque arbre carte permet de réduire le biais, de minimiser les écarts et de se rapprocher du modèle final. Donc, par petites touches successives, on va générer le modèle. Chaque arbre carte va être affecté d'un coefficient de taux d'apprentissage qui va volontairement réduire, limiter l'influence de chaque arbre individuel. C'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. Donc, on ne va pas prendre l'effet total de chacun des arbres, mais on va prendre 10% de l'effet des arbres ou 1%, c'est un taux d'apprentissage qui est paramétrable. On voit que chaque arbre est un petit pas dans la bonne direction et on se rapproche ainsi du modèle final. Et puis, au bout de 600 arbres, j'ai atteint le modèle final. Et donc, par touche successive, par arbre-carte successif, je minimise l'écart. Donc, c'est du gradient boosting, descente de gradient. Et on voit ici, au bout de 600 arbres, j'ai un modèle qui est très proche des observations et il permet de prendre en compte même des très fortes linéarités pour beaucoup de variables et pour beaucoup de faits possibles, à la fois pour des sorties qui peuvent être type classification qualitative ou des données continues. Donc ici, j'ai besoin de 600 arbres cartes, chacun avec sa contribution, et chaque arbre carte pour lequel on a utilisé un taux d'apprentissage pour réduire son influence, de façon à éviter un surajustement. Et au bout de 600 arbres combinés, on a un modèle final qui est très proche des valeurs observées. Donc, à l'issue du gradient boosting, donc TriNet dans SPM, vous allez pouvoir visualiser les effets des variables. Donc, ici, par exemple, dans le graphique, vous voyez qu'on peut représenter des effets, y compris très non linéaires, avec des effets de plateau, des effets non linéaires assez complexes. Et donc, l'avantage de TriNet, c'est que vous avez les graphiques des effets et vous voyez bien les effets des différentes variables. Donc, vous pouvez bien aller bien au-delà des effets linéaires, bien au-delà des effets quadratiques ou même des phénomènes cubiques. Avec le gradient boosting, vous pouvez représenter aussi des interactions entre variables. Donc ici, j'ai deux variables, taux de criminalité, taux de pauvreté dans un quartier, et puis je peux voir l'effet de la combinaison des variables sur une sortie, qui est ici le prix immobilier dans une certaine zone. Donc l'avantage de TriNet, c'est que je peux représenter les effets des variables, y compris avec des non-linéarités, des effets qui sont assez complexes. Donc, on voit ici comment fonctionne le gradient boosting. On va avoir un ensemble d'arbres cartes successifs et l'équation finale, elle prend en compte l'ensemble de ces arbres. Il y a un article qui a été publié dans le Chemical Statistician sur ces méthodes-là et qui explique que pour analyser les données, on va pas, il n'y a pas forcément un seul modèle qui sera meilleur que les autres. Par exemple, TriNet ne sera pas le meilleur modèle dans tous les cas. CART pourrait être le meilleur ou Mars pourrait être le meilleur. Donc, on a besoin d'avoir tous ces outils de façon à trouver le modèle qui est plus adapté à la réalité en fonction des typologies de données qu'on va rencontrer. Je vais lancer maintenant SPM. Donc, je vais chercher un jeu de données. Je suis dans SPM et donc je vais chercher un jeu de données qui est assez complexe. Donc, il s'agit d'un fichier CSV. Donc, il s'agit des données issues d'un cas industriel, une usine de fabrication de dispositifs semi-conducteurs. En entrée, on a les différents signaux, ce sont les paramètres industriels sur les différents équipements, donc ça peut être des températures, des pressions. Et puis en sortie, on a un Y qui est binaire,
On peut avoir des rendements élevés, des rendements faibles, chip bon, chip mauvais, donc bon ou mauvais. Et notre objectif, ça va être de trouver les signaux les plus importants pour prédire la qualité des chips en sortie. Et donc, on va chercher à modéliser la probabilité d'avoir un chip de bonne qualité. Vous avez ici les données, donc signal 1, signal 2, on a 1568 observations, un très grand nombre de variables. Donc ce serait très difficile de l'analyser avec la régression ou l'ANOVA. Pour ça, on va utiliser le machine learning. Vous voyez ici qu'on a des valeurs manquantes, donc plusieurs valeurs manquantes qui feraient que si j'utilise la régression ou la CP, je vais perdre toute la ligne. Et ma sortie est binaire à la fin. Donc, je peux avoir un chip bon ou mauvais. Donc, -1 bon, et puis 1, il s'agit d'un défaut. Je vais aller dans modèle, je vais construire un modèle, et je retrouve ici mes différents modèles. Donc, j'ai l'arbre carte, j'ai Trinet, j'ai Mars, Random Forest, donc les modèles dont je vous ai parlé. Je vais commencer par carte, l'arbre de décision très simple. Donc, ici, j'ai mes différents prédicteurs, je vais tous les sélectionner. Et puis, ma sortie, c'est le statut, c'est-à-dire est-ce que le chip est bon ou mauvais. Ici, je peux choisir régression pour des variables continues et classification pour des variables binaires. Au niveau j'ai beaucoup d'options possibles avec des onglets. Par exemple, je peux choisir de diviser mon jeu de données en 80% pour le jeu d'apprentissage et 20% pour le jeu de test, ou je peux utiliser la validation croisée qui est plus précise. Ici, je vais prendre la validation croisée. Je vais lancer l'analyse. Et donc, SPM va créer un arbre de décision avec des splits qui vont me permettre de trouver les meilleures conditions de façon à avoir un rendement élevé et de façon à analyser les défauts. Ici, j'ai utilisé la méthode de validation croisée, c'est pour ça que je vais avoir plus qu'un seul arbre. Voilà. Donc, voici l'arbre carte. On voit ici les différentes partitions. Chaque nœud est un split. Et puis, on voit que je peux faire croître l'arbre de plus en plus complexe. Et puis ensuite, on a une phase d'élagage pour avoir l'arbre le plus pertinent et éviter d'avoir des phénomènes de surajustement. Chaque nœud ici est un splitter. Et puis, on voit qu'on a réduit le coût relatif. Donc, si j'ai un coût relatif de 0, c'est que mon modèle est parfait. Si j'ai un coût relatif de 1, ça veut dire que mon modèle n'est pas mieux que le hasard. Pour mieux voir les différents splitters, je peux cliquer sur le bouton splitter ici, et puis on voit que le premier split a été fait sur le signal 294. Ensuite, on a un deuxième split qui a été fait sur le signal 293, et ainsi de suite. Et donc, vous avez à chaque fois un nœud avec deux branches en sortie, et puis en bleu ou en rouge, vous avez les nœuds terminaux. On voit comment a été créé le modèle et le déroulement dans la création du modèle. Donc, ça permet de bien comprendre les variables les plus importantes et comment se crée le modèle. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer dans Tree Details. On voit ici le nœud initial, la variable qui a été initialement choisie, c'est le signal 294, avec un seuil à 368, et puis ainsi de suite. À chaque fois, on retrouve le seuil. L'objectif, c'est de le mieux séparer possible les mauvais et les bons chips, donc d'avoir les nœuds les plus purs en sortie, donc soit complètement rouge, soit complètement bleu, bon ou mauvais. Vous pouvez voir la qualité du modèle, donc on va utiliser la courbe ROC ici. On va analyser la performance du modèle sur le jeu d'apprentissage et sur le jeu de test. Donc, en termes de performance du modèle, j'ai 0,83, c'est la surface sous la courbe ROC pour le jeu d'apprentissage et 0,59 pour le jeu de test. Je vais utiliser maintenant Trinet de façon à comparer par rapport à notre jeu de données. Et avant de passer à Trinet, sur l'arbre ici, vous avez différentes couleurs. Donc ici, 1, ça veut dire qu'il s'agit de défectueux. Et on peut voir que le nombre de défectueux le plus élevé
est lié au nœud 18, et puis vous avez moins de défectueux quand vous êtes dans la couleur bleue. Pour voir comment se construit l'arbre, je vais cliquer sur un des nœuds intermédiaires. Donc je peux voir, ici on a choisi le signal 359 avec un seuil à 0,03, et puis on voit qu'ici on a des surrogates, des variables de remplacement qui permettent de traiter les valeurs manquantes. Donc, si vous avez une valeur manquante pour la variable 359, il va chercher les variables de remplacement qui sont les plus corrélées à cette variable initiale 359. Donc on a des règles d'imputation qui vont permettre de gérer les valeurs manquantes. Et puis ensuite vous avez les règles avec les différents seuils. Donc le modèle final va consister en des règles. Si signal 294 est supérieur à un certain seuil et signal 359 supérieur à un certain seuil, à ce moment-là, vous avez une certaine proportion. Même chose pour les nœuds terminaux. Donc ici, j'ai un nœud terminal avec une très grande proportion de défectueux, et je vois ici les règles qui s'appliquent. Donc tout est explicable, vous pouvez voir le déroulement du modèle, vous pouvez voir les règles qui s'appliquent pour chacun des nœuds terminaux. Je vais passer maintenant à un modèle plus évolué et voir si j'obtiens les meilleures performances que 0,83 pour le jeu d'apprentissage et 0,59 pour le jeu de test. Et pour ça, je vais utiliser Trinet, le gradient boosting. Donc ici, j'avais choisi carte, et je vais relancer l'analyse avec Trinet, gradient boosting. Donc je vais avoir 200 arbres en série, 200 petits arbres cartes, les uns après les autres. Donc vous voyez qu'ici, il crée les différents arbres. Donc là, je suis à l'arbre 8, 9, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait créé 200 arbres. Trinet nécessite plus de temps que carte, parce qu'on a un très grand nombre d'arbres, mais l'avantage, c'est qu'il sera aussi plus robuste. Voilà. Donc, il est en train de créer les différents arbres. L'avantage par rapport à de Trinet ou des forêts aléatoires, c'est que le déroulement de l'arbre va dépendre de votre nœud initial dans carte. Par exemple, si la première variable qui a été choisie est la variable 293, les nœuds suivants vont dépendre des premiers choix, des choix initiaux de l'arbre. Alors que dans les forêts aléatoires ou dans Trinet, vous allez avoir un très grand nombre de forêts qui vont permettre de rendre la méthode plus robuste. Donc c'est une méthode plus complexe qui nécessite plus de temps. Vous voyez qu'il continue à construire chacun des arbres de façon itérative. Donc vous avez deux méthodes que vous pouvez utiliser. Soit diviser vos données en 80% pour le jeu d'apprentissage et 20% pour le jeu de test. Ici, on a utilisé la technique de validation croisée, qui est la technique par défaut, mais qui nécessite plus de temps parce que on va diviser votre jeu de données en 10, et à chaque fois, on va utiliser 90% pour le jeu d'apprentissage, 10% des données restantes du jeu de test, mais ce jeu de test va tourner et on va utiliser des sous-partitions différentes pour chacun des jeux de test. Là, je suis à 160 arbres, donc il va encore créer 40 arbres jusqu'à atteindre les 200 arbres. Donc, vous avez vu au début que vous avez la possibilité de rentrer beaucoup d'options possibles, choisir les jeux de test, les jeux d'apprentissage. Vous avez un très grand nombre d'options possibles de façon à avoir un modèle bien adapté à vos données. Et vous pouvez aussi choisir des automates, c'est-à-dire simuler et expérimenter sur vos données de façon automatisée, de façon à choisir le meilleur paramétrage et tuner votre modèle final. Donc là, il est en train de créer les graphiques.
Il est maintenant en train de créer les graphiques à 2 dimensions. Ah, donc l'analyse est terminée. Donc on voit les 200 arbres séquentiels. Plus on a d'arbres, plus la performance est bonne. On a ici, en bleu, on a la performance sur le jeu d'apprentissage qui s'améliore. Et puis en rouge, vous avez la performance sur le jeu de test. Et on voit qu'à un certain moment, la performance sur le jeu de test ne s'améliore plus. Et donc, pour éviter un surajustement, on va s'arrêter avant les 200 arbres. L'objectif, ça va être de réduire l'erreur. Et donc, plus on a d'arbres, plus l'erreur diminue. Donc ici, je ne peux plus visualiser un seul arbre parce qu'en réalité, j'en ai 200. Si je clique dans Summary, je peux voir la performance de l'arbre. Si vous avez en tête les valeurs précédentes, donc on avait 0,80 pour le jeu d'apprentissage et puis 0,59 pour le jeu de test, vous voyez qu'avec Trinet, on a des résultats qui sont bien meilleurs, 0,99 et puis 0,77 pour le jeu de test. Vous pouvez aussi voir l'importance relative des variables. Ici, on voit que le signal 60 est la variable la plus importante. Ensuite, la deuxième variable la plus importante, c'est le signal 65, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi voir les effets des différentes variables. Donc, je vais montrer les graphiques des effets. Donc, ici, le signal 60, c'est le signal qui est l'effet le plus important. Voilà. Ici, vous pouvez voir les différentes variables avec leurs effets. Je vais enlever les valeurs manquantes. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez ici que pour le signal 60, on a un effet très non linéaire. Quand on passe de 5 à 20, on a un changement brutal et puis ensuite on se stabilise. Même chose pour le signal 65. Et puis chaque fois, on voit qu'on a des effets qui peuvent être tout à fait non linéaires. L'approche Trinet avec des arbres successifs permet de représenter de façon très fine les effets non linéaires. Donc la variable 60, c'est la variable la plus importante, et puis ensuite j'ai la variable 65. Je peux toutes les mettre à la même échelle de façon à voir l'effet de chaque variable en fonction de sa contribution. Donc on voit toujours signal 60 qui a l'effet le plus important. J'ai intérêt à avoir signal 60 au-dessus de 20 pour minimiser les défauts, signal 65 avec des valeurs élevées. Par contre, le signal 334, il a un effet qui est assez faible, et puis on voit que pour les autres variables, on a des effets qui sont de plus en plus faibles. Tu veux montrer deux variables ou on passe aux questions? Non, je vais montrer deux variables. Je peux aussi je vais vous montrer que vous pouvez aussi combiner deux variables ensemble. Donc ici, on voit bien qu'on a une interaction entre les deux variables. Donc ici, pour retrouver les deux variables les plus importantes, il y a le signal 60 et puis le signal 65. On peut faire pivoter le graphique. On voit que j'ai intérêt à avoir des valeurs élevées pour signal 65 et puis des valeurs élevées pour signal 61. On a un effet qui est tout à fait non linéaire. On voit bien où il faut s'y situer, c'est-à-dire plutôt dans la zone rouge foncé, éviter la zone bleu foncé. Parfait. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci pour cette démonstration. Donc, nous allons clôturer comme ceci ce webinaire et donc revenir ici à la fin de ce webinaire, et nous avons eu un certain nombre de questions durant le webinaire. Nous allons être capables d'en prendre une ou deux à la fin. Pour toutes les questions qui resteront en suspens, nous vous répondrons bien évidemment par email ou par téléphone après le webinaire. Donc une question, Bruno, concernant le logiciel, sur le fait qu'il existe peut-être d'autres algorithmes ou d'autres types de modèles que vous ne nous avez pas présentés dans le logiciel, autres que les 4 que vous nous avez présentés. Oui, vous avez on a bien sûr d'autres modèles. Donc vous avez des modèles de type Quick Impute qui permettent d'imputer des valeurs manquantes. Et par exemple, si vous voulez faire de l'ACP ou de la régression,
vous pouvez utiliser, voilà, vous avez un très grand nombre de modèles, y compris Quick Impute, l'imputation, et puis vous avez des modèles plus évolués, Rule Learner ou AI, qui permettent de comprimer un modèle quand il est très complexe, avec beaucoup d'équations et de règles possibles. Vous pouvez réduire le nombre de règles tout en ayant un modèle pertinent. Très bien, merci beaucoup. Autre question, comment implémenter un modèle, comment implémenter dans la solution, comment être formé sur ces méthodes? Vous avez beaucoup de ressources sur le site. Vous avez des vidéos. Nous proposons aussi un accompagnement et en 2 jours de formation, vous devriez avoir un bon niveau pour utiliser le logiciel. Ok, très bien, parfait. Écoutez, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Le temps qui nous est imparti est fini. Mais je vous remercie tous les deux pour cette présentation. J'espère que tout le monde a trouvé cela intéressant, que vous avez eu suffisamment d'informations. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Ondalis, vous avez nos emails, que ce soit Ondalis ou directement Saltford, Minitab, Bruno Sibilia qui sera un plaisir de répondre à vos questions plus techniques et Patrice Abusubul plutôt sur les questions commerciales. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour de futurs webinaires sur le machine learning. Au revoir. Au revoir, merci.